Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Notre consigne est simple, directe et claire. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN. L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue en construisant une assemblée où nous pèserons suffisamment pour bâtir entre forces républicaines des majorités de projets et d'idées. Je ne crains aucun désistement. Je crois que le Rassemblement national peut remporter cette élection dimanche avec une majorité absolue, évidemment avec ses alliés, notamment les Républicains à droite d'Éric Ciotti. Donc dimanche, j'appelle les Français à rester mobilisés. Et le nombre de triangulaires a été divisé par plus de 3 en raison du nombre de désistements de candidats pour faire barrage au RN selon la liste officielle du ministère de l'Intérieur qui vient de tomber. Le sujet sur le mode de scrutin revient cependant à chaque élection. Mais est-il vraiment juste? Des deux côtés de l'échiquier, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon estiment que ce mode de scrutin n'est pas compatible avec le pluralisme de notre vie politique. Alors parlons vrai, est-ce que finalement le principal facteur du résultat d'une élection n'est pas le mode de scrutin? Est-ce que si oui, un scrutin mixte avec des élus à la proportionnelle et au majoritaire comme en Allemagne ne serait pas le plus juste? Et à cette question, pour rendre le mode de scrutin des législatives plus démocratique, il faudrait, vous êtes 6% à dire le laisser tel quel, 19% à dire mettre fin au triangulaire et quadrangulaire, 44% instaurer la proportionnelle et 31% instaurer le scrutin majoritaire à un tour. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Jean Poteau est avec nous, politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean Poteau. Est-ce que tout ça n'est pas trop compliqué pour les électeurs? Pour les électeurs, et je dirais pour moi-même, ma chère Cécile, sans être un spécialiste de la sociologie électorale, dans l'idéal, moi je rêverais d'un scrutin proportionnel qui représenterait très exactement à l'Assemblée nationale les composantes d'un pays réel et contrasté. Mais compte tenu du scrutin d'aujourd'hui, puisqu'on a le droit de proposer quelque chose qui n'arrivera jamais, j'aurais trouvé normal que ce scrutin se déroulât d'une manière équilibrée, que après le premier tour, on laisse advenir une campagne démocratique et qu'on aboutisse à un second tour qui permettrait de tirer de manière transparente les leçons du premier tour. Autrement dit, je ne serais pas choqué si on décidait de supprimer le droit à des désistements totalement contre nature qui aggravent le sentiment de discrédit de l'opinion politique à l'égard des politiques. Et donc, ça, c'est un problème pour moi. Et au fond, est-ce que ce scrutin, sans ce qui permet de le dénaturer, ne serait pas une forme acceptable? Je pense que les électrices et les électeurs connaissent aujourd'hui, ont la pratique des règles du jeu. Scrutin uninominal à 2 tours, 12,5 des inscrits pour pouvoir être qualifiés au second. Ce qui peut, en effet, complexifier et créer du clair-obscur, ce sont des désistements contre nature, pour reprendre l'expression. Mais je pense que les gens savent très bien que ça fonctionne ainsi. De mémoire, cher Philippe, la dernière assemblée, celle élue en 2022, était peu ou prou la traduction avec une proportionnelle complète du rapport de force politique qui s'était dégagé. Or, ça n'a pas dégagé de majorité relative. Normalement, le scrutin uninominal à 2 tours, par le passé, dégageait des majorités pour gouverner. Ça n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas la dernière fois. Et en 88. Ça peut ne pas l'être, oui. Ça peut ne pas l'être ce coup-ci, ce qui pose en effet une difficulté, mais nos institutions ne sont pas sans réponse par rapport à cette difficulté. Moi, j'ai l'impression que le mode de scrutin, c'est pas vraiment la vraie question. La vraie question, c'est le bipartisme. En réalité, il y a un bipartisme dans ce pays qui est solidement ancré, que Macron a voulu remettre en cause. Mais c'est qui le bipartisme aujourd'hui ? Le bipartisme, c'est un bloc de droite, un bloc de gauche, mais il n'y a pas la place pour 3 blocs. Il y a pas. C'est tout le problème de l'élection. Il y a l'élection. plusieurs partis. Oui, j'entends bien, mais alors que le bloc de droite, il y a quand même longtemps ce clivage, ce que dit. Mais il y a ce clivage-là, et en fait, Macron a voulu en 2017, comme chacun le sait, faire effacer ce clivage en disant qu'il voulait une politique centrale, piocher à droite, à gauche. Donc, il a voulu effacer le bipartisme. Or, il est solidement implanté dans la culture politique française, comme d'ailleurs dans la culture politique d'autres pays. Vous allez aux États-Unis, il y a toujours un bipartisme.
bipartisme, même si Trump aujourd'hui, par exemple, incarne une version beaucoup plus radicale de la droite, des Républicains. Voilà. Et donc en France, on a ce problème-là. Et j'ajoute que moi, ça me rappelle des cours de droit. En 2002, vous savez, il y a eu la réforme du quinquennat pour faire en sorte qu'il y ait justement une corrélation entre les élections présidentielles et législatives pour éviter la cohabitation. Là, il va y avoir une hypothèse assez probable de cohabitation d'ici quelques jours. Avec inversement du calendrier électoral, voilà. Qui a aussi compté. Mais c'est vrai que c'est quand même, on voit bien que le vrai problème, il est là. Les institutions sont adaptées pour une culture politique organisée autour d'un bipartisme. C'est pour ça que le macronisme va disparaître. Ça me semble assez évident. Il va être expédié par la fenêtre. Jean Petot, on a toujours beaucoup de plaisir à vous avoir. Vous êtes politologue. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, je sais pas si c'est vrai, le clivage droite-gauche n'est pas en train de renaître après Macron qui avait fait le « en même temps » ? Incontestablement, si on raisonne en termes de bloc. Sauf que cette notion de bloc de droite et bloc de gauche, on voit bien que sous la même appellation, elle recouvre une réalité complètement différente de ce qu'on a pu avoir, par exemple, en 1997, à l'occasion de la dissolution provoquée par Jacques Chirac. C'est-à-dire que là, on est sur une autre configuration quand on regarde, j'allais dire, à l'intérieur de chacune des boîtes. Philippe, vous avez raison de dire que il y a plusieurs formations politiques qui sont agglomérées dans des coalitions plus ou moins fortes, si je puis dire d'ailleurs. Et puis, à côté de ça, vous avez un parti qui, en ce moment, semble à lui tout seul représenter un très gros tiers de l'électorat. C'est le Rassemblement national, auquel on ajoute quelques alliés, donc les ciotistes, et on peut arriver à peu près à 37-38% des voix. Le problème, c'est évidemment la traduction des sièges, des voix en sièges. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, comme on dit, que le pays réel, c'est-à-dire celui qui s'est exprimé dans les urnes aux législatives, colle le plus possible au pays, avec le pays légal. Alors cette question du mode de scrutin, elle est très ancienne. Elle se pose de manière assez récurrente un grand professeur de droit constitutionnel, Philippe Bilger, ça va lui parler, Maurice Duverger, avait défini dans les années 50, 60 ce qu'on appelait les lois du verger, c'est-à-dire qu'en fait, il corrélait le mode de scrutin et, en quelque sorte, la configuration de la vie politique rapportée à ce type de représentation. Alors moi j'entends quand Philippe Bilger dit je rêve d'un système qui permettrait la reproduction la plus fine des sensibilités du corps électoral à l'Assemblée nationale. Ça existe dans le monde, ça. C'est la Knesset. En Israël, vous avez une proportionnelle intégrale sans aucun seuil, et vous avez deux dingues qui représentent un parti hyper religieux, suprémaciste, etc., qui sont capables à eux deux, sur je sais pas combien il y a de députés à la Knesset, mais il y en a pas énormément, mettons une centaine, de faire ou défaire un gouvernement. Parce que ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la dictature de la minorité, où une toute petite frange électorale, représentée, on va dire, d'une certaine façon, c'est juste, à l'Assemblée nationale du pays, est en mesure de faire ou défaire les majorités. Donc, vous voyez, chaque système a ses avantages et ses inconvénients, et après, c'est une question de choix. Jean Petot, on a fait une simulation à la proportionnelle. On a pris tous les partis jusqu'à 1%. Le RN aurait 191 députés, le Nouveau Front Populaire 161, 115 députés de la majorité, 38 LR et 21 divers droite. À la proportionnelle à un tour, comme au Royaume-Uni demain, le RN aurait la majorité absolue tout seul avec 297 députés, c'est 289. Le Nouveau Front Populaire aurait 155 députés et la majorité présidentielle 62. Est-ce que quelque part, c'est pas dans les questions que j'ai posées en lancement, le principal vecteur d'un résultat électoral, c'est le mode de scrutin? C'est-à-dire que forcément, le mode de scrutin, si vous voulez, c'est comme un filtre photographique. Vous avez un paysage, vous avez votre appareil photo, je parle à l'ancienne, vous mettez des filtres et vous allez avoir des couleurs qui vont être accentuées ou pas. Le paysage est le même, mais l'image restituée va être différente parce que vous aurez
accentué les contrastes, vous aurez éventuellement mis davantage de lumière. Pourquoi est-ce que le constituant, alors que en réalité je précise bien que le mode de scrutin n'est pas dans la Constitution, hein, mais le constituant de 58 a choisi la représentation majoritaire, scrutin d'arrondissement, comme on dit, uninominal majoritaire à 2 tours, pour assurer une stabilité à l'Assemblée nationale et sortir du mécanisme de la 4e République qui était une quasi-proportionnelle intégrale. Bon. Et le constituant a souhaité que l'Assemblée ait une majorité plus ou moins affirmée. Ça n'a pas d'ailleurs été le cas en 58. La preuve, c'est qu'en 62, le gouvernement Pompidou s'est fait renverser. Et évidemment, le mode de scrutin est resté le même jusqu'en 86. Pourquoi est-ce que François Mitterrand instaure la proportionnelle en 86? Je vous rappelle que ça a été l'occasion d'une rupture avec Michel Rocard d'ailleurs. François Mitterrand et la gauche avant 81 disaient proportionnel, proportionnel, proportionnel. En 81, à ses amis, Mitterrand disait heureusement qu'on n'a pas changé le mode de scrutin, ça va nous permettre d'avoir la majorité intégrale en juin 81. Donc vous voyez que les politiques ont un petit peu tendance à regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide en fonction de leur intérêt circonstanciel. Philippe Bilger. À votre avis, Jean Petou, lorsque Jordan Bardella, dans une interview au Figaro, dit au fond les partis qui s'opposent au Rassemblement national n'ont pour ambition commune que de le battre. Est-ce que le système des désistements et, je dirais, ce qui se déroule entre les 2 tours et la pauvreté du débat ne vient pas précisément du fait qu'il y a une politique de désistement systématique qui permet à chacun des partis de ne pas développer une pensée autonome? Sans doute, Philippe, on en reparlerait, j'allais dire, sans doute plus facilement dimanche soir ou lundi, quand on verra peut-être que les désistements ont eu des effets à peu près comparables à des pets de lapin. C'est-à-dire que c'est pas parce que les candidats se retirent, qu'ils se désistent, qu'ils indiquent qu'il faut parfois, là, c'est à géométrie variable, hein, voter absolument contre le RN, parfois sans consigne, etc. Mais les électeurs aujourd'hui ont quand même de plus en plus une sorte de liberté de choix. On n'est plus dans un temps où les cohortes entières se déplaçaient par bloc. L'électeur est de plus en plus stratège et les consignes de vote apportées par tel ou tel candidat, déjà que la classe politique a quand même on va dire une décote assez sensible dans l'opinion publique, je suis pas persuadé que ces désistements vont avoir des effets radicalement discriminants. Oui. Olivier D'Artigol. Question, Jean Petou. Je pense d'ailleurs que l'expression est un pet de lapin sur une toile cirée. Je ne sais pas d'où elle vient, mais j'avais en mémoire cette expression-là. Vous avez levé un lièvre. C'est une expression du Béarn. Ouais. Merci. Très Situation politique très intéressante d'ailleurs dans les circonscriptions basco-béarnaises. Tout à fait. Oui. Tout à fait, Olivier. Tout à fait. Est-ce que d'après vous, il peut y avoir un électorat dormant, donc des non-votants, qui peuvent aller aux urnes dimanche? Si oui, est-ce que ça, moi j'ai culture politique, je pense que ça renforce toujours les tendances et les grandes dominantes qui se sont dégagées au premier tour, ou est-ce que ça peut être plus complexe que ça? Quand on regarde les précédentes élections, vous savez que le record de participation électorale aux législatives, c'est en 1978. Il y a eu 82% de participation. Quand on regarde les élections, on constate que le deuxième tour est souvent plus mobilisateur que le premier. Ça s'explique par le fait qu'il y a une montée en pression, une dramatisation qui s'opère dans la dernière ligne droite. Avec, là encore, une correction, voire un démenti, c'est que comme il va y avoir un certain nombre de candidats justement qui ont disparu de la scène politique électorale alors qu'ils auraient pu éventuellement se maintenir, il y a un certain nombre d'électeurs qui ne vont pas vouloir choisir. Je reprends une expression que historiquement Olivier connaît bien. Là où il y a eu le plus d'abstention à une présidentielle, c'était le deuxième tour de 69. Pourquoi? Parce que vous aviez un duel Pompidou-Poher. Et Jacques Duclos a eu cette expression qui est passée à la postérité. Bonnet
blanc et blanc bonnet. Pourquoi? Parce que, effectivement, les électeurs n'ont pas voulu choisir entre deux candidats qui étaient de droite. Et en 2022, il y a eu aussi un niveau d'abstention qui était nettement plus important, et on peut y rajouter les bulletins blancs et nuls, que en 2017. Donc ce qu'on peut constater quand même, c'est que par rapport aux 67, 68%, 69% de participation au premier tour, j'aurais tendance à penser que l'une chose équilibrant l'autre, on devrait être à peu près, voire un petit peu en dessous en termes de participation. Ouais. Moi, j'ai l'impression que effectivement les consignes de vote, c'est pas quelque chose forcément qui est respecté aujourd'hui, parce que chacun veut faire un peu comme il le souhaite, hein, sans forcément suivre les consignes des partis, et tant mieux, ouais, d'une certaine façon. Néanmoins, pas tout à fait, dans le sens où le fait quand même d'être, je sais pas, macronien, d'être plutôt de gauche, d'être plutôt écologiste, etc. Donc dans des partis, disons, du champ républicain, ça suppose quand même d'avoir une certaine idée tout de même de son pays, des limites de ce que la politique est en mesure de faire, et du cadre, disons, moral, entre guillemets, en tout cas du cadre de valeurs, dans lequel aussi tout ça s'inscrit. Donc c'est pour ça que je vois assez mal des gens de gauche convaincus, même s'ils peuvent être critiques du nouveau Front populaire, ou des macronistes et centristes convaincus, même s'ils peuvent être critiques de Macron, etc., voter pour le RN. Ça me semblerait quand même un peu improbable d'un point de vue intellectuel. Je pense que les gens raisonnent, et effectivement ils se fixent des limites, et c'est plutôt une bonne chose. Jean Petot. Ah oui, pardon. Non, je pensais que vous alliez me poser une pardon, mais c'était plus une remarque. Oui. J'attends également votre... Non, mais pardon, Tom. Oui. Non, mais c'est tout à fait pertinent, cette réflexion, à cette différence près que je dis pas que il va y avoir un afflux de nouveaux électeurs en faveur du Rassemblement national. Encore que ce qu'on constate aussi, c'est que il y a une dynamique électorale qui se produit toujours pour le parti qui arrive en tête. Je sais pas si c'est une forme de grégarisme qui fait que d'une certaine façon, une partie des électeurs ont tendance à aller vers la victoire. Oui. Mais en tous les cas, il faut l'entendre cela. Hein. Par contre, effectivement, qu'il y ait un refus de choisir entre, par exemple, un candidat ou une candidate RN et un candidat Nouveau Front Populaire, mais option, version France Insoumise, ça peut effectivement être un cas de figure qui va se présenter, oui. Merci beaucoup Jean Petot d'avoir été avec nous, politologue. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Tom Conan, merci beaucoup Olivier D'Artigol. Merci à vous de nous écouter tous les jours. Et puis on se retrouve demain, Philippe. Oui, à demain. Alors on a nos deux gagnantes pour les places pour les Jeux paralympiques. C'est Isabelle Deladrome et Sabine Deléraud qui ont gagné 2 fois 4 places pour aller voir le rugby fauteuil au Champ de Mars. Alors c'est à la Tour Eiffel, c'est magnifique. Les 29 et 30 août prochains, on les félicite. Oui. C'est organisé par le collectif Handicap Visuel et Sud Radio, bien évidemment. Donc on se retrouve demain, Cécile, à 17h en pleine forme. Absolument. Merci à notre équipe, Maxime, Aude, et puis Félix et Gauthier. Et on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Salut, à demain.